rappelle vraiment pas quand est-ce qu'on m'a dit. J'étais asthmatique, je l'ai toujours été pour moi, depuis que je suis née, je pense. J'avais un eczéma asthmatiforme très sévère depuis toute petite. Vers 6 ans, j'ai commencé à avoir des rhinites, un peu des pleurs. J'étais encombrée, des sifflements, des essoufflements. J'ai vu mon médecin généraliste, un allergologue qui m'a effectivement diagnostiqué plusieurs allergies typiques, les acariens, le pollen, les poils d'animaux, plus mon asthme. C'est là que j'ai commencé ce parcours de médecin généraliste, pneumologue, la vie à l'hôpital, la vie avec l'allergologue. J'ai eu des désensibilisations qui ont duré plusieurs années. J'ai toujours eu un traitement de fond. Vous étiez sous corticoïdes? Oui, depuis mes 14 ans. C'était par cure. Souvent au printemps, avec les allergies. Les corticoïdes m'ont fait énormément prendre de poids. Voilà mon parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ma rencontre avec Marie-Pascale Fuller, il y a maintenant presque 6 ans, qui m'a redonné un souffle à ma vie vraiment. Comment s'est organisée sa prise en charge? Une fois que ce diagnostic d'asthme sévère est bien cadré, il y a la décision du pneumologue de mettre en place une biothérapie en discussion, bien entendu, avec le ou la patiente. Et c'est toujours bien d'avoir une décision qui est partagée, m'inscrire dans une réunion de concertation avec d'autres pneumologues qui ont cette habitude de prise en charge d'asthme sévère pour discuter du cas de ce patient et valider effectivement la prise en charge par biothérapie. On fait ce choix de mettre sous biothérapie parce qu'il y a un certain nombre de critères qui vont perturber sa vie. C'est les hospitalisations à répétition, c'est le handicap sur sa vie quotidienne. Les objectifs fondamentaux pour nous, c'est vraiment la diminution des exacerbations, la diminution de l'utilisation de la cortisone par la bouche, la diminution des hospitalisations, ultérieurement, éventuellement, la diminution de consommation du traitement de fond. Après, c'est les objectifs de chacun, chacune. La biothérapie, elle m'a changé la vie. À bénéfice, j'en ai eu énormément, donc j'avais plus cette angoisse de ne pas oublier de prendre un bronchodilatateur sur moi, ne pas oublier en cas de crise, ne plus avoir de réveil nocturne, j'avais plus de sifflements nocturnes, j'avais plus de sifflements au quotidien. Je peux faire un effort sans bronchodilatateur et ça, c'est génial. Ne plus y penser, ne plus avoir cette part d'anxiété. Ça m'a grandement aidée en match. La biothérapie m'a énormément aidée. J'ai pas besoin de prendre un bronchodilatateur pendant, parce que je prenais un bronchodilatateur pendant l'effort, jusqu'à 2-3 fois sur des entraînements de 2h30. Aujourd'hui, je sais que je prends un bronchodilatateur avant l'effort par précaution, mais c'est tout, j'ai pas besoin de plus. À chaque fois, c'est avec le patient une réévaluation. Je suis extrêmement attentive à cette décision partagée. C'est important de voir un pneumologue pour avoir un diagnostic de certitude, pour affiner le traitement et la dose minimum efficace et pour le suivi. Idéalement, le diagnostic, on le fait aussi en cabine, là, avec la fonction respiratoire. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à dire à des jeunes? Pas oublier de prendre son traitement. Je sais que c'est une maladie chronique, je sais que c'est une maladie certainement à vie, mais aujourd'hui, il y a les traitements qui sont là, qui sont faits pour. Ne pas hésiter à en parler parce qu'autour de soi, il y a forcément des gens qui comprendront, des amis, de la famille qui comprendra. C'est de voir un pneumologue, de raconter son histoire. C'est le traitement qui doit s'adapter au patient et pas le patient qui doit s'adapter à sa maladie pour que le patient puisse vivre une vie la moins handicapante possible. Ce qui fait la particularité de notre service d'asthme sévère, c'est la pluridisciplinarité des pneumologues, les médecins ORL, les médecins allergologues, les psychologues, les infirmiers et notamment les infirmiers spécialisés. Tout le monde agit en interaction pour s'occuper au mieux des patients asthmatiques. C'est quoi le parcours de soins en centre asthme sévère? En tant que pneumologue, le parcours de soins, c'est un patient qui nous est adressé par un référent, de temps en temps un médecin généraliste, le plus souvent un médecin spécialiste pneumologue ou un médecin ORL ou pédiatre qui a identifié des facteurs de sévérité chez un patient asthmatique qui est déjà suivi. Et donc, c'est un malade qui a déjà des traitements qui vont avoir été augmentés progressivement et qui va ne pas aller bien et donc nous être référés en centre tertiaire. De temps en temps, on a des patients qui nous contactent spontanément, ayant identifié eux-mêmes que leur maladie n'allait pas bien. On va les recevoir une première fois en consultation. C'est une consultation qui va être longue pour identifier toute la vie du patient asthmatique, comprendre tout ce qu'il ou elle a reçu comme traitement dans sa vie et toutes les complications que cet asthme peut avoir dans sa vie. La plupart du temps, les patients vont ensuite être adressés en hôpital de jour. Là, ils vont avoir une batterie d'examens qui va permettre de faire la carte d'identité de leur maladie et d'identifier un ordre d'action sur les mois ou sur les années à venir et notamment d'identifier des cibles de traitement. Et c'est lors de cet hôpital de jour, la plupart du temps, que les patients rencontrent Alban et Karine s'ils ne l'ont pas déjà rencontré le jour de la première consultation. Rencontrer la diététicienne, l'assistante sociale.
Il y a aussi une grosse équipe derrière. Wazima, je vais maintenant vous demander de nous parler de l'histoire de votre asthme. À l'entrée du lycée, mon allergie commençait à s'accentuer et des crises commençaient à s'installer. Au début, on ne connaissait pas vraiment l'ampleur de cet asthme, donc on a commencé avec un petit traitement, mais on a vu que ça suffisait pas. L'asthme ne cessait de se dégrader. J'étais suivie avec des traitements de corticoïdes. Ça aidait énormément, mais il y avait beaucoup de conséquences derrière. J'avais pris 13 kilos à cette période-là. J'enchaînais les hospitalisations et être vue à l'école comme celle qui fait des crises, celle qui est malade, qui on appelle les pompiers à chaque fois. Ça a été très difficile depuis que je suis suivie à Bichat avec les traitements de biothérapie. On a vu une grosse amélioration. J'ai été très bien suivie aussi par la psychologue qui m'a beaucoup aidée. Ça a autant d'importance de soigner psychologiquement que physiquement. Surtout quand ça arrive durant la scolarité et qu'on a cette étiquette de celle qui est malade, celle qui fait pas de sport, qui est dispensée, celle qui est toujours sur le banc. C'est difficile à porter. Et donc, jusqu'à 2023, toutes les biothérapies s'adressaient à l'allergie ou à l'éosinophilie. Soit on a une seule de ces caractéristiques et donc on a un seul choix de biothérapie possible, soit on a plusieurs possibilités. Et à ce moment-là, il va y avoir des discussions pluridisciplinaires avec l'ORL, avec l'allergologue, avec plusieurs pneumologues et on va discuter ensemble sous la forme de ce qu'on appelle des réunions de concertation asthme, RCA, où on va essayer d'avoir un point de vue le plus objectif possible sur le traitement qui peut avoir le meilleur effet chez notre patient. Et c'est vraiment un traitement à la carte, un traitement individualisé. À partir de 2023, il y a une 5e biothérapie qui arrive et qui a montré en tout cas son bénéfice pour les asthmatiques qui sont ni allergiques ni éosinophiles. On appelle ça aussi les asthmes non T2. Et donc à partir de 2023, on considère que ces 5 biothérapies nous permettent d'avoir au moins une solution à proposer à chaque patient asthmatique sévère. Le plan d'action, il nous semblait essentiel pour les patients parce qu'il faut qu'ils sachent comment gérer les crises. L'idée n'est pas de les laisser tout seuls dans leur coin sans consulter le médecin. L'idée, c'est juste qu'ils agissent rapidement pour éviter qu'on arrive à des crises trop sévères qui soient difficiles à gérer, catastrophiques, avec des passages aux urgences, voire en réanimation. Le suivi des patients sous biothérapie, ça va se faire idéalement en alternance avec le pneumologue référence. L'efficacité des biothérapies, elle est évaluée au bout de 6 mois. Quoi qu'il se passe, on se laisse plusieurs mois avant de dire ça marche ou ça ne marche pas. Éviter surtout d'arrêter une biothérapie trop tôt, alors que peut-être on est dans une période d'allergie intense et que c'est pour ça que le patient a encore beaucoup de symptômes. Quand ça va bien, on voit les patients en consultation une fois tous les 6 mois, voire une fois par an, quand la situation est vraiment très stable. On fait des épreuves fonctionnelles respiratoires de temps en temps, on fait remplir des scores de contrôle. Ça reste un suivi qui est dit ambulatoire, c'est-à-dire en consultation, les patients ne reviennent pas en hôpital de jour pour le suivi. Le médecin leur laisse l'ordonnance pour qu'ils puissent se fournir dans une pharmacie de ville. C'est moi qui gère la première injection. Souvent, il y a une éducation à faire non seulement sur l'injection, mais il y a aussi une éducation à faire sur la conduite à tenir. Il faut bien leur faire comprendre que c'est un complément de traitement, mais ça ne remplace pas le traitement de fond. Il s'organise de plus en plus des consultations de transition entre la pédiatrie et l'âge adulte. La question de l'éducation thérapeutique chez les adolescents, elle est essentielle aussi. On essaye donc progressivement d'avoir des ateliers qui sont spécifiques aux adolescents parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques quand on a 18 ans, 20 ans que quand on en a 60, quand bien même on a la même maladie. L'éducation thérapeutique du patient, en quoi ça consiste ? C'est quand même important pour le patient de connaître sa maladie, de savoir aussi les mécanismes. Le fait de comprendre permet aussi d'enlever un petit peu d'anxiété aussi d'une certaine façon. Des médecins qui vont vraiment parler de la maladie, d'une diététicienne qui va aussi pouvoir parler de l'équilibre alimentaire, une assistante sociale pour les droits. Nous avons aussi une kiné pour du sport, il y a de la relaxation. On englobe en fait tous les savoirs de la maladie pour que le patient est un peu comme une caisse à outils à portée de main. Le patient est capable d'expliquer sa maladie, est capable de la comprendre, est capable d'agir dans des circonstances de vie où il n'est pas à l'hôpital, où il n'est pas dans le cabinet de son pneumologue. On comprend les traitements, leur importance, et donc l'objectif, c'est d'être vraiment un ensemble avec le malade qui est le vecteur principal de sa maladie. Quelles sont vos recommandations pour les adolescents asthmatiques ? Il faut suivre son traitement. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on néglige beaucoup. Et moi, la première, je sais que je suis pas un exemple. Et dès qu'on commence à aller mieux, on ressent pas forcément le besoin d'utiliser, mais en fait, c'est parce qu'on prenait le traitement qu'on va mieux et que la chute, elle peut vraiment faire mal. Que les adolescents ou les très jeunes adultes puissent nous dire les choses s'ils ne prennent pas leur traitement, s'ils n'ont pas envie. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les soigner, pour les aider. On préfère un jeune qui nous dit je fume plutôt que de nous cacher. Et je reviendrai aussi sur le côté psychologique. Les jeunes ont du mal à avoir des psychologues. Ça peut être aussi une aide ponctuelle. L'essentiel, c'est l'éducation. Premièrement, si les patients sont mal éduqués sur la prise de traitement, eh bien évidemment, si vous ne prenez pas votre traitement correctement, déjà vous n'êtes pas traité. Il faut passer un temps sur la technique de prise et puis après, il y a l'observance. Donc ça aussi, il faut prendre du temps avec le
patient pour lui expliquer l'intérêt. Et puis évidemment, le plan d'action, c'est vital, quoi. Si vous savez comment gérer vos symptômes et vos exacerbations, on limite les grosses catastrophes et c'est ce qu'on recherche. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La clé, c'est le traitement, c'est l'observance du traitement, c'est-à-dire le fait de prendre son traitement tous les jours. Et l'autre mot-clé, c'est l'absence de jugement, c'est-à-dire qu'on est là pour aller dans le bon sens ensemble.